L'idée de vous mobiliser, c'est pour que vous n'ayez pas des douleurs en lien avec l'ankylose. Oui. Mais l'idée, c'est pas de rajouter des douleurs, en tout cas le moins possible. Donc D'accord. vous manifestez, dès que c'est un petit peu D'accord. sensible, vous me faites signe. Oui. Vous me dites si le bras fait mal. S'il y a des mouvements qui ne vont pas. On me donne ponctuellement les antidouleurs et puis ça m'aide. Et le mal, il n'a pas le temps de s'installer pour que je puisse avoir la douleur. Le plus souvent, la douleur est un signal d'alarme qui permet de détecter une maladie ou de réagir à une blessure. Lorsqu'elle persiste et devient chronique, elle n'est plus utile et peut influencer négativement la guérison et avoir des répercussions physiques, psychologiques, sociales et professionnelles importantes pour le patient. En 2013, pour marquer les 10 ans de la création du réseau Douleur, à l'initiative de nombreuses réflexions et procédures dans la prise en charge de la douleur, les hôpitaux universitaires de Genève ont choisi de mettre l'accent sur la douleur induite dans les soins. La douleur induite est une douleur aiguë qui est provoquée par un soin et on va faire en sorte qu'elle soit la moins intense possible et la moins longue possible. Et heureusement, dans la douleur aiguë, les moyens thérapeutiques actuellement sont plus efficaces que dans la douleur chronique. On s'intéresse à la douleur induite parce que c'est un problème qui est très prévalent dans tous les services cliniques des HUG, quel que soit le domaine où on intervient, quelle que soit la fonction aussi qu'on exerce. Qu'on pense à l'aide-soignant qui fait un nursing pour le patient, au physio ou à l'ergothérapeute, ou au radiologue interventionnel qui doit programmer une biopsie ou d'autres actes qui potentiellement exposent le patient à des douleurs. C'est des actes qui sont fréquents. Pendant trop longtemps, certainement, on a minimisé ces moments-là, et notamment l'importance qu'il y a à mieux prévenir leur occurrence, parce qu'on sait aujourd'hui que des moyens souvent assez simples peuvent être mis en œuvre pour permettre aux patients de mieux passer au travers de ces épreuves. Amélia, est-ce que tu te souviens des petits visages là qu'on a déjà vus, hein? Tu veux bien montrer ta douleur, où elle se situe? Voilà, donc tu m'as montré le deuxième visage, donc tu as un petit peu mal quand même. La douleur est un ressenti personnel, une expérience sensorielle, émotionnelle et subjective qui touche chacun de manière différente. Pour certaines catégories de patients, comme les personnes âgées, une douleur aiguë peut s'ajouter à une douleur chronique et son évaluation peut s'avérer délicate. Chez la personne âgée, pour l'évaluation, on doit se tourner toujours vers elle. Donc ça s'appelle l'auto-évaluation et c'est elle qui va dire si elle a des douleurs, les localisations. On travaille beaucoup aussi sur la caractéristique. C'est parfois difficile justement à une personne âgée de dire comment est votre douleur. Est-ce que vous ressentez des décharges électriques? Est-ce que ça vous brûle? Est-ce que vous ressentez du froid? Tous ces termes peuvent être très aidants et sont très aidants justement pour la mise en place d'un traitement. Donc la faire participer à cette évaluation, lui demander une évaluation soit par chiffres, soit par mots, souvent ça parle mieux au patient, soit par échelle faciale, soit par échelle visuelle analogique, où là le patient, on lui demande de positionner un curseur entre 0 et 10, puisque sa douleur lui appartient et que c'est lui qui doit l'évaluer. Et l'autre particularité chez la personne âgée, c'est ces patients qui ne peuvent pas justement communiquer ou mal communiquer. Donc toujours privilégier, même si la personne a des troubles cognitifs, son évaluation, mais les soignants ont à disposition des outils tels la Dole+, l'Algo+, qui, au travers d'observations, durant les soins ou au repos, amènent des scores qui nous font dire qu'il y a une douleur potentielle et qu'alors il faut mettre en place un traitement antalgique. Un des gestes les plus douloureux avec les personnes âgées, c'est lors du transfert du lit à notre table de radio. Pour évaluer la douleur potentielle de la personne induite lors du transfert, on la regarde et on est vraiment très doux et très lent dans nos gestes, le plus lent possible en accord avec sa douleur et son appréhension. Pour anticiper la douleur induite par un soin, il est important de bien communiquer avec le patient, mais aussi avec les autres partenaires de soins.
Déjà, première précaution, c'est qu'il faut dire au patient qu'il doit s'exprimer sur cette douleur. C'est-à-dire que si le soin fait mal, il doit le dire pour qu'on puisse arrêter, voire essayer de reprendre le geste ou reprendre le soin d'une autre manière. Déjà, des fois, changer un petit angle, quelques degrés, réduire un tout petit peu la mobilisation, ça peut suffire. Et deuxièmement, par rapport aux équipes de soins, quand on sait qu'un soin va être douloureux, eh bien, on essaye de se mettre d'accord sur une prise d'antalgique supplémentaire avant le soin, dans le délai le meilleur pour que le médicament donné soit le plus efficace possible au moment de la séance de physiothérapie. Parfois, le patient lui-même exprime un désir potentiellement douloureux que le soignant doit gérer et prendre en compte dans la mesure du possible. J'aime bien pouvoir être debout. Voilà, vous aimez être debout. Oui. Même si ce moyen-là peut entraîner quelques douleurs, vu qu'il vous tracte un peu sous les épaules. Ouais, mais là, j'ai pas du tout eu de douleur. Vous n'avez rien ressenti? Bon. Non, rien. Alors c'est parfait. Donc le patient qu'on vient de voir en fait est un patient qui est atteint d'une maladie neurodégénérative et donc ça entraîne une faiblesse généralisée de sa musculature. Et monsieur souhaite pouvoir aller au fauteuil donc régulièrement. Donc nous on aurait choisi un autre, en tant que soignant, on aurait choisi un autre moyen auxiliaire de transfert, mais lui souhaite utiliser le MoLift, qui est un appareil qui lui permet de se verticaliser, de se retrouver finalement en position debout. Alors on a des précautions à prendre parce que finalement ça risque de lui créer des douleurs. Donc, notamment on positionne une minerve au niveau de son cou pour pas que la tête tombe et on contrôle effectivement toute la séquence pour éviter qu'il ait des douleurs. Avec les enfants aussi, le dialogue est privilégié. Ça dépend un peu de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant qui parle, à qui on peut expliquer un peu comment les choses vont se passer, on lui explique les choses, on lui explique qu'il ne faut pas lui mentir non plus, il ne faut pas lui dire « oh, ça ne va pas faire mal » parce que après, si ce soin doit être répété, il ne va plus du tout avoir confiance et ça va être encore pire. Il faut lui dire qu'on va essayer de l'aider, lui expliquer par quels moyens on va l'aider. Les moyens sont aussi variables en fonction de l'âge. Pour les nouveau-nés, par exemple, si on doit faire une ponction veineuse ou une pose de voie veineuse, une tétine enrobée de solution sucrée, on a remarqué que ça diminuait la réaction à la douleur. C'est démontré par de nombreuses études. Pour les enfants plus grands, on a aussi tout ce qui concerne la distraction. C'est pas seulement la douleur, mais il y a aussi la peur et l'angoisse due à la douleur qu'il va subir. Donc il y a plein de techniques de distraction, que ce soit passif, soit on lui raconte une histoire, il regarde la télévision. Pour les plus petits, entre 1 et 2 ans, on fait des bulles de savon, ils regardent ça, on montre en kaléidoscope. Pour les plus grands, ça peut être plus actif, on peut faire un jeu avec lui, on va compter à l'envers, tu vas me réciter l'alphabet à l'envers, ou alors faire des jeux sur iPad, ça marche très très bien. Et à côté de ça, il y a aussi les moyens pharmacologiques. Par exemple, il y a la crème EMLA, c'est la crème magique qu'on met sur la peau avant les ponctions, qui est assez efficace et on la laisse poser assez longtemps. Il y a des gels aussi de xylocaïne pour les poses de sonde qu'on peut mettre sur les muqueuses. Il y a aussi le Méopa, c'est ce qu'on appelle le gaz hilarant. L'enfant il respire dans le masque et puis c'est un effet antalgique, mais on garde tout à fait le contact avec lui, c'est pas une anesthésie. Et puis à l'extrême, on a l'anesthésie générale, qui est une anesthésie avec une seule drogue, qui n'est pas comparable à l'anesthésie pour une chirurgie, où l'enfant reste en respiration spontanée. Et lorsque c'est des soins répétés tous les jours ou tous les 2 jours, on peut choisir cette technique pour que l'enfant n'ait pas de traumatisme ensuite dû à sa prise en charge. À côté des soins de courte durée pour lesquels la douleur induite est temporaire, des maladies comme les cancers demandent des traitements plus lourds, répétés sur plusieurs mois, avec pour conséquence une suite de douleurs induites que l'enfant peut anticiper et appréhender. Dans ce contexte, l'attitude du soignant est primordiale, de manière à ce qu'un climat de confiance puisse s'établir d'emblée entre l'enfant, ses parents et les thérapeutes. L'attitude du soignant est vraiment très importante et participe à cette prise en charge de la douleur par des petits moyens, par le jeu, par le fait de mettre en confiance l'enfant avec une attitude adaptée bien sûr, mais de mettre aussi en confiance la famille. Parce qu'effectivement, cette douleur physique induite par la maladie, par les traitements, par les examens répétés, peut être souvent amplifiée ou modifiée par le climat d'anxiété, d'angoisse, notamment en début de prise en charge, à la découverte d'un diagnostic. Donc angoisse, anxiété vécue par les parents et la famille. Ce qui est particulier avec les enfants, c'est aussi que la frontière entre la douleur ressentie et l'anxiété, l'angoisse, elle est assez mince. Donc
On va dire qu'en onco, surtout les enfants reviennent régulièrement. L'idée, ça va être vraiment que les premiers moments se passent le mieux possible. Il va falloir apprivoiser l'enfant, sa famille, en expliquant que vraiment la douleur, elle est au cœur de nos priorités. On va essayer de faire du parent un partenaire. Et souvent, quand on arrive à ça va être beaucoup plus facile en fait. Autre unité des HUG où la douleur induite est importante, les soins intensifs de pédiatrie. Nos patients aux soins intensifs de pédiatrie sont différents des autres patients dans les autres unités de soins, dans le sens où ils sont sévèrement malades au moment où on les admet, et ils ont souvent des équipements qui sont plus importants, des machines autour pour supporter plusieurs de leurs fonctions vitales, et ils viennent dans des états d'instabilité, et notre objectif c'est de les rendre suffisamment stables pour qu'ils puissent ensuite aller dans les unités habituelles de pédiatrie. Nous essayons continuellement d'évaluer la douleur et de la prendre en charge dans les meilleures conditions possibles. Nous devons toujours équilibrer les traitements que nous donnons avec les effets secondaires de ces traitements contre la douleur. Par exemple, si nous donnons des médicaments de type morphine pour éviter la douleur, ils ont des effets secondaires, ils rendent les patients plus hypotendus, ils font qu'ils respirent moins bien, donc nous devons balancer les pour et les contre de ce traitement-là. Il y a certains gestes où nous sommes conscients qu'ils font mal, que ce soit les prises de sang, les poses de voies veineuses ou les intubations, et là nous pouvons en général agir facilement. Il y a certaines douleurs qui sont plus difficiles à traiter, qui sont même rarement reconnues comme des douleurs, mais plutôt comme des inconforts. Et moi je pense notamment à la soif. Nous avons des patients après une chirurgie cardiaque à qui on ne peut pas donner à boire pour des raisons médicales, et ces patients-là ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont privés de boissons, et c'est très déstabilisant pour nous de devoir continuellement leur refuser cette boisson-là, et nous n'avons pas de moyens faciles pour leur éviter la soif. Certains examens ou certaines interventions impliquant une technologie de pointe, par exemple dans le service de radiologie, demandent une anticipation de la prise en charge de la douleur qui sera induite à cette occasion et une collaboration organisée avec les unités de soins. Dans le service de radiologie, nous effectuons plus d'une centaine d'examens par jour, de type diagnostique, mais aussi de type interventionnel. Et de ce fait, nous n'avons pas la possibilité d'évaluer la douleur pour chaque patient. De ce fait, avec les unités de soins, nous avons mis en place une procédure qui permet d'avoir l'information de la douleur au niveau du dossier informatisé. Ce qui nous permet soit d'organiser une prise en charge avec l'équipe d'anesthésie, soit de demander à l'unité de soins une prémédication antidouleur et ensuite programmer l'examen dans le temps où l'efficacité de ces médicaments sera au maximum. Prendre en charge la douleur d'un patient, qu'il s'agisse d'une douleur aiguë, chronique ou induite, est devenu au fil des années un objectif prioritaire pour le personnel soignant. Des référents douleur en relation avec le réseau douleur ont été désignés dans tous les services et unités des HUG, et des formations spécifiques, comme ici pour l'administration du MEOPA, sont organisées régulièrement pour maintenir un haut niveau de qualité dans cette prise en charge. D'autre part, lorsqu'une équipe de soins a des difficultés pour calmer une douleur persistante chez un patient, elle peut faire appel à l'équipe mobile antalgie et soins palliatifs ou à des infirmières spécialistes cliniques. Alors le rôle de l'infirmière spécialiste clinique est donc d'apporter un regard extérieur dans des situations complexes, de répondre donc aux appels des équipes soignantes, des patients ou des familles dans des situations difficiles ou complexes. Et je fonctionne donc principalement sur appel des équipes et en collaboration avec les responsables d'unité aussi pour réfléchir ensemble à des programmes de formation adaptés aux différentes équipes et aux différentes situations. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.